On va écouter maintenant Maître Pierre Mascard sur la nécessaire élaboration d'un droit spatial pour l'Afrique. Cher Pierre, à vous la parole. Merci Alfred. Oui, je vais essayer de vous parler en fait de quelle politique juridique on peut avoir pour les activités spatiales en Afrique. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, en 1969, lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin plantèrent le drapeau américain sur la Lune, la NASA dut aussitôt préciser qu'il ne s'agissait pas d'une revendication de souveraineté, compte tenu du principe de non-appropriation de l'espace prévu par les traités internationaux. Un demi-siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, certains envisagent déjà de planter un drapeau sur Mars. Et je ne suis pas tout à fait certain que dans l'esprit du président Trump, cela n'ait pas des allures d'appropriation de Mars. Et donc, à l'heure de la conquête spatiale privée, des projets, je dirais, monsieur l'ambassadeur, pharaoniques d'acteurs privés comme Elon Musk et des ambitions toujours plus vives autour de l'exploration spatiale, la question demeure comment faire respecter ce principe de non-appropriation de l'espace, mais plus largement, quel cadre juridique pour régir l'exploitation de l'espace. Et dans ce contexte, si l'Afrique veut pleinement tirer parti des immenses opportunités offertes par les technologies spatiales, comme cela a été rappelé, elle doit poser dès maintenant les fondations d'un cadre légal le plus robuste possible et le plus visionnaire possible. C'est ce chemin que je vous propose d'explorer très rapidement. Pourquoi et comment le droit peut-il accompagner ce bel avenir annoncé du spatial africain dont on parle aujourd'hui ? Alors déjà, il y a un constat, c'est qu'à ce jour, sur l'ensemble du continent africain, peu de pays, finalement, ont ratifié les 5 grands traités qui régissent l'espace extra-atmosphérique depuis les années, fin des années 60, 70. Seul le Maroc peut se targuer de les avoir tous ratifiés. Par ailleurs, quelques nations, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, ont adopté des lois spatiales spécifiques ou ont établi des cadres réglementaires adaptés. Mais il faut le dire, dans l'immense majorité des cas, il n'existe pas de législation dans les États, il n'existe pas donc de ratification des traités. Alors, faut-il s'en étonner ? Pas vraiment, pas forcément, parce qu'on peut comprendre ce retard, d'abord parce qu'il y a une absence de technologie spatiale dans de nombreux pays africains. Ensuite, il y a une méconnaissance assez généralisée du droit spatial et des règles internationales qui régissent les activités spatiales. Et enfin, il y a, je dois dire, une offre encore insuffisante de formation de droit spatial dans les universités africaines, à l'exception notable de certaines institutions en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria ou encore au Kenya. Bon, mais malgré tout cela, les choses évoluent, elles évoluent très vite. Et depuis quelques années, plusieurs États africains ont créé donc des centres nationaux et des agences spatiales, comme cela a été rappelé, marquant ainsi leur entrée dans le concert des nations spatiales. Et puis, il faut souligner aussi la participation des pays africains aux travaux des comités onusiens sur l'espace qui s'intensifient. Par exemple, l'Égypte, l'an dernier, je crois, a présidé le comité spatial des Nations Unies et cette année, le Maroc préside ce comité. Ces responsabilités permettent évidemment de renforcer la voix africaine dans les négociations internationales et d'intensifier la coopération spatiale au bénéfice du continent. Pourtant, le chemin reste long. Certes, l'économie spatiale africaine, on vous l'a dit, est en expansion, mais cette expansion s'accompagne d'un constat que je fais devant vous, qui est l'absence de règles de droit national. Moi, je parle de droit national pour organiser ces activités spatiales, ce qui devient un frein au développement. Dans le passé, cette situation pouvait être tout à fait compréhensible. En France, la première loi spatiale date de 2008. Tout simplement parce que c'était l'État, il y avait un monopole des États sur les opérations spatiales. Mais aujourd'hui, les transformations rapides du secteur bouleversent cet équilibre et ce secteur étant en pleine mutation, l'essor des entreprises privées étant de véritables moteurs de l'innovation, il faut absolument que les États prennent des lois parce qu'elles perdent peu à peu leur monopole. Elles doivent partager l'espace, il faut le dire, avec des acteurs privés dans un environnement toujours plus compétitif. Donc, les États africains, comme les autres, doivent se doter de cadres juridiques solides, ce qui va permettre, en fait,
la sécurité juridique pour les opérateurs privés qui vont venir investir dans ces pays, et cela va permettre également le contrôle des États sur des activités qui peuvent engendrer des risques considérables pour les biens et les personnes. L'espace donc ne doit pas être un vide juridique, ça c'est clair, et il est un champ de responsabilité et de devoir pour les États, un espace où le droit, la politique et la stratégie se rencontrent. L'exercice par un État d'un contrôle sur les opérations spatiales dans son propre pays n'est donc pas une option, mais c'est une véritable nécessité, et chaque pays doit se doter d'une loi nationale. Là est l'enjeu. Puisque ça engage aussi directement la sécurité nationale, comme on en parlera, enfin mon confrère en parlera, je crois, tout à l'heure. Donc l'objectif est clair pour chaque pays africain. Il s'agit de définir dès aujourd'hui un cadre juridique national adapté aux réalités locales, tout en respectant les principes fondamentaux du droit spatial international. Alors la première chose à faire, c'est la ratification des 5 grands traités internationaux relatifs à l'espace, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait bien sûr, mais aussi par une sensibilisation des décideurs aux obligations juridiques et stratégiques qui en découlent. Ensuite, chaque pays doit s'engager à élaborer une législation nationale robuste qui doit couvrir plusieurs aspects essentiels. Tout d'abord, l'autorisation et la supervision des activités spatiales sur son pays, la gestion des débris spatiaux, qui est un véritable enjeu aujourd'hui, très important, la réglementation de l'indemnisation en cas de dommages, parce que vous pouvez avoir des débris ou des morceaux de satellites qui tombent sur votre pays, qui peuvent tomber sur une centrale électrique, qui dédommage, quelles sont les assurances, etc., etc. Vous pouvez avoir un consortium de pays qui décide de lancer un satellite pour un certain objectif, et un des pays considère qu'en fait, les données obtenues servent à contrôler son propre territoire, etc., et ça crée des contentieux entre pays. Donc il faut vraiment créer un cadre clair et attractif, non seulement pour les investissements privés, mais pour les relations avec les autres États. Bon, certes, pour réussir, une politique spatiale ne peut se limiter à des textes de loi. Et là, c'est un point très important. Elle doit être accompagnée d'un vaste effort de formation et d'éducation en droit spatial. Former les talents, renforcer les capacités locales, c'est préparer l'Afrique, évidemment, à relever les défis de demain et à transformer l'espace en levier de développement socio-économique. Donc le droit, vous le voyez, le droit et la politique spatiale, le droit spatial et la politique spatiale sont les deux faces d'une même ambition. Le droit structure, la politique incarne. Ensemble, ils permettent à chaque État de définir une stratégie, c'est ça qu'il faut faire, entre les exigences du droit international et les attentes du secteur privé de plus en plus importantes. J'ajouterai qu'il faut aussi une réflexion sur le cadre fiscal. Alors la fiscalité est un sujet en soi en Afrique, mais je pense que pour l'essor du secteur spatial africain, eh bien, il pourrait y avoir des incitations assez fortes, notamment des crédits d'impôt pour les investissements dans les infrastructures spatiales, satellites, centres de recherche, etc., des exonérations fiscales pour attirer les entreprises, et pourquoi pas, même si je ne suis pas du tout favorable aux taxes, une taxe verte sur les débris spatiaux pour responsabiliser un petit peu les opérateurs et promouvoir une gestion durable. Et donc, en établissant une politique juridique et fiscale ambitieuse, l'Afrique ne se contentera pas de réguler l'espace, elle s'inscrira véritablement dans une dynamique visionnaire où le droit et l'économie se mettront au service d'un avenir commun parmi les étoiles. Mais l'Afrique ne peut pas se contenter donc de ratifier les textes internationaux et de prendre des lois nationales. Elle doit aussi envisager un cadre panafricain, et c'est ce qu'elle a fait avec l'Agence spatiale africaine, qui va jouer un rôle central. Comment ? Parce qu'elle va permettre, je pense, cette agence de faciliter la ratification des traités internationaux, d'harmoniser les législations nationales, d'encourager la coopération entre les pays avancés en Afrique même, notamment l'Égypte par exemple, et ceux qui débutent dans ce domaine, et en formant une nouvelle génération d'experts en droit spatial. Et elle pourra aussi porter la voix de l'Afrique, ce qui est très important, dans les grandes négociations internationales où se décide l'avenir de l'espace, parce que les traités qui existent aujourd'hui sont quand même des années 60, 70, et ils nécessiteront demain une révision. Et il faut que l'Afrique puisse avoir son mot à dire. Je vais terminer en évoquant, en ouvrant, en élargissant un peu le débat, et en tous les cas, en faisant le lien entre la politique juridique des activités spatiales en Afrique, que je viens d'esquisser en quelques minutes,
est le thème plus vaste de la gouvernance mondiale de l'espace, parce que c'est finalement lié, l'un ne peut aller sans l'autre. Une gouvernance globale efficace commence toujours par des fondations juridiques solides sur le terrain, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque continent. Pour l'Afrique, poser les bases d'une politique juridique de l'espace national et continental n'est pas seulement un impératif local, c'est véritablement une clé pour s'insérer dans les discussions internationales, pour défendre ses intérêts, mais aussi pour enrichir le cadre mondial avec une perspective unique, celle d'un continent qui connaît la valeur de la coopération, de la durabilité et de l'équité. Car l'Afrique, en votant des lois spatiales, en harmonisant ses lois, en renforçant ses institutions, ne doit pas se contenter de suivre le mouvement, elle doit se préparer vraiment à jouer un rôle moteur dans la définition des règles qui régiront l'espace de demain. Et c'est ainsi que la politique juridique des activités spatiales devient, à mon sens, un levier pour accéder à un enjeu plus grand encore, la gouvernance de l'espace, un défi commun pour l'humanité. Et cette gouvernance peut reposer, à mon avis, sur des principes, c'est tout un débat, mais sur des principes que l'Afrique connaît bien, le respect de la durabilité, inscrit dans les textes pionniers comme la Convention africaine sur la nature et les ressources naturelles, l'équité, qui est héritée des traditions de solidarité qui ont toujours marqué ce continent, et la coopération, enfin, condition essentielle pour faire face aux défis globaux. Oui, certains l'affirment, l'Afrique peut se surpasser dans la gouvernance de l'espace, elle peut incarner une vision nouvelle, fondée sur la justice, la durabilité, la responsabilité collective. Et ce faisant, elle ne défendra pas seulement ses propres intérêts, comme le font peut-être d'autres continents, d'autres pays. Elle contribuera à écrire un nouveau chapitre pour toute l'humanité. Vous le savez, Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Aujourd'hui, j'aurais envie de dire qu'une gouvernance de l'espace inspirée par les valeurs africaines sera l'arme la plus puissante pour préserver notre avenir commun parmi les étoiles. Merci.